Bon, bah oui, effectivement, riche journée en réflexion. Et donc, peut-être pour synthétiser cette journée avec tous les enjeux qu'il y a derrière la mobilité, des questions interculturelles. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Mérieux. Merci beaucoup. Bougez pas. Tout va bien. Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de prendre un micro, si peut-être. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à double titre. Oh, merci. Donc merci de m'avoir invité à double titre. D'une part, en tant que vice-président qui à la région porte le soutien à un certain nombre de vos activités. Et puis d'autre part, en tant que militant pédagogique et d'éducation populaire, qui est solidaire, évidemment, des orientations que vous venez de formuler. Alors j'ai été très heureux d'assister à une partie de la matinée et de pouvoir assister et entendre un petit peu ce qui se disait dans les deux ateliers de cet après-midi. Alors je ne suis pas sûr de dire des choses très originales et très nouvelles parce que ces ateliers me sont apparus extrêmement riches. Au fond, que ce soit la question de la mobilité ou celle de l'interculturalité, il m'a semblé que ce qui les réunissait, c'était la question de la découverte et de la mise en œuvre de ce qu'on pourrait appeler l'altérité. L'altérité, le rapport à l'autre et le rapport à l'autre comme soi-même et à soi-même comme un autre. L'altérité qui, à bien des égards, est compliquée et difficile, qui est un combat parce que pour engager une relation authentique avec l'autre, il faut qu'il soit suffisamment semblable pour pouvoir échanger avec moi et suffisamment différent pour avoir quelque chose à me dire. C'est cette dialectique du même et de l'autre, du semblable et du différent, qui me paraît au cœur de la construction de l'altérité, tant dans la question de la mobilité que dans la question de l'interculturalité. Suffisamment semblable d'abord. J'ai fait partie de ceux, et je ne le regrette absolument pas, qui pendant de nombreuses années ont mis en avant le droit à la différence. Je crois qu'il fallait le faire. Il fallait le faire parce que nous sortions d'une forme de colonialisme intellectuel dans lequel toute forme de différence était stigmatisée, voire générait des exclusions. Il fallait le faire et il fallait légitimer ce droit à la différence. Nous l'avons fait. La génération dont je fais partie s'y est engagée ardemment. Mais je crois que très vite, nous avons compris que le droit à la différence n'avait de sens que s'il était inscrit dans un droit consubstantiel à la ressemblance. À la ressemblance, c'est-à-dire à la reconnaissance que malgré nos différences, nous participons ensemble de ce que Montaigne appelait l'humaine condition. C'est-à-dire que tout ce qui nous sépare ne peut abolir tout ce qui nous réunit. Et je pense que nous sommes là au cœur de la question des droits humains, dans sa difficulté fondamentale que Karim a évoquée tout à l'heure, cette difficulté qui consiste à respecter sans pour autant tout accepter. Respecter au nom du droit à la différence, sans pour autant tout accepter parce que le droit à la ressemblance porte en lui-même une aspiration à l'universalité et que nous ne pouvons finalement accepter que ce qui respecte fondamentalement l'humain dans l'homme, l'humain dans les humains. Alors oui, l'interculturalité à cet égard, ça n'est pas, et ça a été dit, la multiculturalité, ça n'est pas la cohabitation des différences, mais néanmoins, l'interculturalité, ça n'est pas non plus l'abolition des différences, évidemment. C'est Claude Lévi-Strauss qui, à la fin de sa vie, dans un de ses derniers ouvrages, faisait même une sorte d'éloge de l'imperméabilité des cultures et d'une certaine forme d'opacité, en disant il faut que les cultures se rencontrent
Mais pour qu'elles puissent se rencontrer, il faut qu'elles aient vraiment quelque chose à se dire. Et donc, il faut qu'elles gardent un peu jalousement leur identité. La transparence, ni entre les êtres, ni entre les cultures, est un vœu qui n'est même pas pieux. Si nous étions transparents les uns aux autres, aucun couple ne tiendrait plus de quelques minutes. Et surtout, nous n'aurions absolument plus rien à nous dire, parce que nous serions tellement identiques que nous n'aurions plus aucun malentendu à éclaircir, et chacun sait bien que le langage, la rencontre, c'est l'éclaircissement permanent et jouissif d'une certaine manière des malentendus. C'est la raison pour laquelle l'altérité comporte indissociablement une forme de reconnaissance de la différence, mais une quête permanente de l'universalité. En quoi l'autre me ressemble et en quoi dans cette ressemblance il est lui-même, et lui-même que je ne peux pas parfois appréhender, saisir, qui m'est opaque, et je dois me résigner un peu aussi à cette opacité. Parce que cette opacité, je vais travailler avec, et d'une certaine façon, elle va nous enrichir. C'est la raison pour laquelle la construction de l'altérité, telle que vous l'avez décrite, aussi bien dans le processus de mobilité que dans celui de l'interculturalité, cette construction est une démarche, ça n'est pas un état. C'est-à-dire que l'altérité ne sera jamais construite une bonne fois pour toutes. L'interculturalité ne sera jamais construite une bonne fois pour toutes. C'est une démarche qui nous permet d'aller les uns vers les autres et que je définirai à partir de 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est celui de l'exploration. Une exploration nécessaire, on sait que l'adolescent et le jeune adulte ont besoin d'explorer pour se désenquister, pas pour se déraciner, mais pour se désenquister de toutes les formes de fatalité qui pèsent sur lui. Grandir, devenir adulte, c'est comme le disait Pestalozzi, le grand pédagogue, se faire œuvre de soi-même. Ça n'est pas renier d'où on vient, mais c'est décider où on va. Et c'est décider où on va sans renier d'où on vient. Or, on sait aujourd'hui qu'un des problèmes majeurs que rencontrent un certain nombre d'adolescents et de jeunes adultes dans nos sociétés, c'est qu'ils vont là d'où ils viennent. Parce qu'ils sont en quelque sorte assignés à résidence. Assignés à résidence par les fatalités sociales, assignés à résidence par le regard d'autrui, assignés à résidence par les préjugés, assignés à résidence par des processus économiques et sociaux extrêmement puissants contre lesquels ils ont parfois du mal à lutter. C'est la raison pour laquelle l'interculturalité et la mobilité sont une chance extraordinaire pour conquérir sa liberté. Pour non pas renier ce que l'on est, mais pour être capable de se dépasser et d'articuler quelque chose que l'on va décider à quelque chose que l'on n'a pas décidé, dont on a hérité. C'est cette articulation extrêmement compliquée à mettre en œuvre entre notre identité héritée et notre identité construite, assumée dans la liberté, que, me semble-t-il, la mobilité et l'interculturalité permettent. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les débats sur les adolescents, les jeunes adultes, y compris à l'occasion des tragiques événements du mois de janvier, on a un peu le sentiment que les adolescents et les jeunes adultes qu'on dit difficiles sont pris entre 2 regards contradictoires et tout aussi, me semble-t-il, vains l'un que l'autre. Le regard qu'on pourrait appeler compassionnel, victimaire,
et le regard culpabilisateur. Au fond, il y a d'un côté ceux qui disent « Oui, ces jeunes-là, ma foi, ils sont les victimes de la société. » Alors, eux-mêmes d'ailleurs ont parfaitement intégré les théories de Bourdieu. Hein, ils savent qu'il y a des violences symboliques, des violences matérielles, des violences sociales. Et quand ils font quelque chose, on pratique une espèce de politique de l'excuse systématique au nom de tout ce qu'ils ont subi et de l'histoire dont ils ont été victimes. Et puis face à ça, il y a ceux qui considèrent que malgré tout, ces êtres sont en quelque sorte détenteurs d'une liberté, d'une sorte de libre arbitre constitutif, et qu'ils doivent répondre de leurs actes indépendamment des conditions dans lesquelles ils ont vécu, de la même manière que n'importe qui, sans tenir compte justement des handicaps, des difficultés, de tous ces accidents de la vie qu'ils ont rencontrés. Je crois que ces deux positions sont toutes les deux intenables. Toutes les deux intenables, parce que toutes les deux nient l'éducation. La première est intenable parce que d'une certaine manière, elle déresponsabilise les personnes qu'on veut responsabiliser. Mon pauvre garçon, ma pauvre fille, t'es comme ça, tu le seras toujours, c'est pas ta faute, c'est la faute à la société, continue à faire ce que tu fais, on n'y peut rien. Rien n'est plus déresponsabilisant que cela. Mais l'autre posture qui consiste à dire, de toute façon tu es libre, envoie tout promener, tu peux parfaitement rentrer à Polytechnique puisque l'école républicaine t'en donne la liberté, il n'y a aucune discrimination en France et de toute façon il ne tient qu'à toi de faire des efforts et de t'en sortir. C'est un discours totalement vain, totalement intenable aussi, chacun sait que c'est faux, que ce n'est pas vrai, il suffit de consulter les statistiques et il suffit de voir le poids que représentent précisément les conditions socio-économiques dans lesquelles on vit. Donc ces deux discours anéantissent la liberté qu'il est précisément question de faire émerger. Et en ce sens, ils ne rendent pas possible l'éducation à la liberté. Éduquer à la liberté, c'est permettre à un jeune d'identifier, de découvrir ce en quoi il peut différer de ce qu'il a constitué. Ce qu'il va pouvoir décider par lui-même. Ce qu'il va pouvoir choisir, ce dans quoi il va pouvoir s'engager. C'est explorer les fissures dans la fatalité et trouver avec lui ce dont il va pouvoir dire, ça je le revendique, c'est moi. Je ne vais pas pratiquer la politique de l'excuse systématique parce que c'est quelque chose que j'assume. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui est constitutif de ce que je veux être. Et je le veux, je l'assume, je le décide. Et je crois que, je l'ai entendu dire d'une manière très forte dans l'atelier sur la mobilité, je crois que l'exploration, la rencontre de toute une série d'autres possibles que les possibles auxquels on a été confronté et dans lesquels on a parfois été enfermé toute sa vie, déverrouille la fatalité. Déverrouille la fatalité. Désenquiste en quelque sorte l'espèce de fatalité sociologique dans laquelle un certain nombre de ces jeunes sont enfermés et rendent possible la petite déviation dans le destin qui va tout changer. Parce qu'il suffit d'une petite déviation pour tout changer. Vous savez, je rappelle parfois comment les épicuriens concevaient l'origine du monde. Les épicuriens, qui sont les premiers matérialistes, concevaient l'origine du monde comme étant à l'origine, avant tout, il y avait, non pas des planètes, mais il y avait une pluie d'atomes. Les atomes tombaient en pluie et la pluie était constituée de lignes verticales absolument parallèles qui tombaient dans l'infini. Et tout cela, depuis la nuit des temps et jusqu'à l'infini, parce que rien ne se passait que cette pluie d'atomes parallèles qui tombaient les uns à côté des autres en ligne. Et puis, ces atomes avaient une caractéristique chez les épicuriens, c'est qu'ils étaient crochus.
C'était crochu. Hein, d'où l'expression atome crochu. Et il a donc suffi d'une petite chose que les Grecs appellent le klinamen. Il a suffi qu'un seul des atomes dévie d'un tout petit peu sa trajectoire. Pas grand-chose, un tout petit peu, pour qu'il accroche l'atome de la ligne d'à côté et que, à partir de là, les atomes commencent à s'agréger les uns les autres et que le monde se construise jusqu'à la Terre et l'univers et à l'humain et à tout ce qui l'entoure. Eh bien, je pense que pour beaucoup des jeunes que nous côtoyons, il faut qu'ils aient le courage du klinamen, de la petite déviation. C'est pas grand-chose. Parfois, c'est pas grand-chose. Mais le fait d'explorer, d'être mis dans un nouveau contexte, ça le permet. Ça le permet et c'est une formidable chance qu'on leur donne pour qu'ils expriment leur liberté. Parce que la liberté, évidemment, nous n'avons pas à la diriger, sinon ce n'est pas de la liberté. Nous ne pouvons qu'organiser les choses pour que cette liberté puisse s'exprimer, leur offrir la possibilité de l'exprimer. Donc c'est la première piste qui m'a semblé entendre et que je crois évidemment tout à fait déterminante. Dans un monde où un certain nombre de jeunes sont dans une situation qui confine à un optimisme, à un pessimisme, pardon. L'optimisme, c'est ce qu'on pourrait espérer, un pessimisme désespérant qui confine à une espèce de fatalisme où ils campent dans le présent sans rien espérer de l'avenir. Je pense que donner la possibilité de découvrir, d'explorer et de trouver la petite chose qui nous permettra de dévier de notre trajectoire, de ce qui paraît avoir été écrit de toute éternité pour nous, c'est assez extraordinaire et c'est bien en ce sens que la mobilité le permette. Deuxième piste que j'ai entendue également, c'est ce que les psychologues cognitivistes appellent la décentration. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie cognitive sur la décentration. La décentration, c'est la capacité de se regarder soi-même avec les yeux de l'autre. Hein, c'est la capacité, quand on fait quelque chose, de se mettre à la place de celui qui va le lire, par exemple, quand on écrit, pour se corriger soi-même. Et se corriger soi-même pour progresser. C'est la capacité, quand on parle, de se mettre à la place de celui qui écoute, pour se dire, est-ce que ce que je dis est compréhensible? Est-ce que je n'aurais pas besoin de le préciser par un exemple? C'est la capacité de regarder le monde par divers yeux. C'est la capacité de sortir de l'enfermement dans soi-même, de la certitude d'être le seul à posséder la vérité. La tolérance, dit Paul Ricoeur, ça n'est pas une concession à l'autre. La tolérance est le corollaire du fait que je n'ai pas la vérité tout seul. C'est simplement ça. Et la décentration est donc évidemment nécessaire. Aucun individu, aucun sujet, tous les psychologues l'ont montré, ne peut se construire seul. Il a besoin d'intégrer le point de vue de l'autre, d'intégrer la socialité. Déjà, le psychologue Vallon disait que l'intelligence, c'est la socialité intériorisée. Et Vygotsky dit que la construction de l'intelligence, c'est le passage de l'interpersonnel, ce qui se passe entre deux personnes, à l'intrapersonnel, ce qui se passe dans notre tête. Ce que je vous dis n'a d'intérêt que si vous en faites quelque chose dans votre tête, et dans les dialogues qui ont eu lieu tout à l'heure, c'est bien parce que ce qui s'est dit entre les personnes a travaillé dans les personnes que ça a fait progresser les personnes. Cette pratique de la décentration, elle est compliquée. Et on sait qu'elle est d'autant plus compliquée que l'histoire du jeune a parfois été une histoire accidentée, qu'il campe sur des positions avec l'extraordinaire difficulté d'imaginer qu'il peut y avoir d'autres points de vue que le sien ou d'autres manières de penser que le sien, que la sienne. Et on sait qu'un certain nombre de ces jeunes ont du mal à entrer dans cette relation aux autres, à percevoir les autres comme susceptibles de leur apporter quelque chose. Une philosophe américaine que j'aime bien, Martha Nussbaum,
a écrit récemment un livre qu'elle appelle « Les émotions démocratiques », qui est un très très beau livre, où elle développe l'idée que dans toute collectivité humaine, il y a des émotions, mais que ces émotions ne sont pas forcément démocratiques. Elles peuvent conduire au lynchage, au fait qu'on se précipite vers des boucs émissaires, etc. Mais qu'il y a des émotions qui nourrissent la démocratie, et en particulier les émotions qui relèvent de l'empathie, c'est-à-dire de la capacité à se placer du point de vue de l'autre, pour, par exemple, quand on est tenté de lui faire mal, comprendre que la souffrance qu'on peut lui infliger est insupportable et que l'autre étant un autre moi-même, je n'ai pas le droit de lui infliger cette souffrance. Cette empathie est évidemment quelque chose de fondamental, de fondamental. Elle est au cœur de la relation à l'autre. C'est la capacité à entendre l'altérité dans l'autre et l'humanité dans l'autre. Or, un certain nombre de jeunes considèrent soit les autres comme des objets, soit les autres comme des virtualités. Une enquête récente montre le développement assez prodigieux du harcèlement sur Internet, de ce qu'on appelle le cyberharcèlement, et montre qu'il se développe plus vite sur Internet parce que précisément sur Internet, on peut harceler quelqu'un sans le voir. C'est-à-dire on le fait disparaître, il n'est même plus là par son visage pour nous dire « arrête, tu me fais mal » ou « arrête, tu m'humilies, tu me fais souffrir ». Donc je crois que dans l'interculturalité, comme dans la mobilité, il y a, et il faut accompagner, je crois, les jeunes à cela, il y a cet apprentissage de la décentration, qui est l'apprentissage de l'empathie, qui est aussi l'apprentissage de quelque chose qui fait partie des valeurs de la République et qui est le troisième mot de notre devise et qu'on appelle la fraternité. L'empathie, c'est la condition de la fraternité. C'est pas si facile que ça. Martha Nussbaum dit que pour développer l'empathie, il faut développer une approche littéraire, culturelle, parce que le livre, la littérature, le cinéma permettent de rentrer dans des récits où on se met à la place du héros et on arrive à penser comme quelqu'un d'autre et à comprendre comment fonctionnent les autres. Mais on pourrait dire que la rencontre avec quelqu'un d'une autre planète, au sens figuré, mais l'autre planète, pour certains jeunes, c'est l'immeuble d'à côté. Ce n'est pas forcément le pays très lointain. La rencontre de quelqu'un d'une autre planète, c'est quelque chose qui est formateur si c'est accompagné, si ça n'est pas un choc qui aboutira soit au rejet, soit à la crispation. Et pour que ce soit accompagné, eh bien, il faut travailler probablement en amont, on en a vu des exemples, et en cours avec ces jeunes pour qu'ils entendent ce que les histoires des civilisations ont en commun, ce en quoi elles résonnent des mêmes inquiétudes et des mêmes espoirs, ce en quoi les jeunes qu'ils vont rencontrer et les moins jeunes qu'ils vont rencontrer peuvent partager avec eux un certain nombre de choses. Donc il y a là un apprentissage, on pourrait dire une compétence sociale, pour parler comme on dit aujourd'hui, absolument essentiel. Et puis, le troisième élément, et je m'arrêterai là, je ne serai pas très court, je respecterai l'horaire. Le troisième élément qui me paraît important, et ça a été dit dans l'atelier sur l'interculturalité, c'est la question que vous avez appelée du vivre ensemble. Et j'ai bien aimé parce qu'une des personnes qui a évoqué le vivre ensemble, dans le compte-rendu, là, sur les petits fauteuils rouges, a eu à un moment un lapsus, une précision que j'ai trouvée très pertinente. Elle a dit le vivre ensemble ou plutôt le faire ensemble. Et je trouve que c'est pas inintéressant de passer du vivre ensemble au faire ensemble. Parce qu'on peut, après tout, vivre ensemble, lobotomiser, sous l'emprise d'un gourou charismatique ou d'un despote omnipuissant. On peut vivre ensemble dans une société de juxtaposition des indifférences, suffisamment contenue par un dispositif sécuritaire.
vivre ensemble, ça peut être, après tout, un idéal assez peu ambitieux. Faire ensemble est plus difficile. Faire ensemble est plus difficile, c'est plus ambitieux et c'est plus important, à mon avis. Parce que c'est se donner un projet commun. C'est apprendre qu'on peut faire ensemble des choses et c'est construire à travers le projet commun un bien commun où chacun a sa place. Et ça, c'est quand même, me semble-t-il, quelque chose d'absolument essentiel dans nos démocraties et pour l'avenir du monde. Le vivre ensemble, le faire ensemble, c'est accepter que le projet commun ne pourra aboutir que si chacun y prend sa responsabilité. C'est comprendre que l'autorité n'est que le corollaire de la responsabilité. L'autorité, ça n'est pas l'autorité de celui qui a les plus gros muscles, de celui qui crie le plus fort. C'est l'autorité de celui qui est responsable de quelque chose et qui, en tant qu'il est responsable de quelque chose, a une autorité sur quelque chose. Dans une classe maternelle, un élève de 3 ans peut avoir autorité sur le bocal à poisson rouge. S'il est responsable du bocal à poisson rouge, il peut dire à ses camarades « tu ne dois pas jeter des saletés dans le bocal à poisson rouge ». Et il a légitimité de dire à ses camarades « tu ne dois pas jeter des saletés dans le bocal à poisson rouge ». Il ne le dit pas parce qu'il est le chef charismatique, le gourou le plus fort, il le dit parce qu'il est responsable du bocal à poisson rouge. Et dans une société démocratique, il n'y a pas d'autorité de nature. Il n'y a que des autorités de fonction. C'est-à-dire que des autorités en tant qu'on exerce une responsabilité. Et je crois que la construction des collectifs, c'est l'apprentissage de la responsabilité, de l'autorité et par voie même de la construction du bien commun dans toute démocratie. Et à cet égard, on voit à quel point l'interculturalité, la mobilité avec toutes les formes d'action collective qu'elle permet et qu'elle autorise, sont absolument essentielles pour faire vivre la solidarité. Je n'ai pas employé ce terme de solidarité parce qu'il est aujourd'hui très à la mode. Il est à la mode et en même temps, il ne faut pas s'en attrister, il faut s'en réjouir. Car comme le disait Albert Jacquard, la solidarité n'est pas une valeur, c'est un fait. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Rien de ce que nous faisons au quotidien, rien de ce que nous faisons, a fortiori collectivement, dans la durée, n'est insignifiant en termes de conséquences sur les autres, sur mon environnement, mon écosystème immédiat, mais aussi sur l'ensemble de l'écosystème de la planète. Et cette solidarité, il faut la prendre, il faut la vivre. Et quelle meilleure manière de vivre la solidarité que de l'éprouver, de la construire dans ces échanges à travers la mobilité, l'apprentissage de l'interculturalité, à travers aussi l'accueil de ceux et celles qui viennent sur notre territoire, et on en a eu un témoignage superbe tout à l'heure, et à qui nous devons l'hospitalité parce que cette hospitalité fait partie des droits humains essentiels. Le philosophe Kant disait que dans un traité qu'il appelait le traité de l'hospitalité universelle, tout être humain, où qu'il soit, a le droit de ne pas être traité en ennemi. Il ne disait même pas a le droit d'être traité en ami. Il disait a le droit de ne pas être traité en ennemi. Effectivement, cette hospitalité qui nous impose de ne pas traiter nos semblables en ennemis est absolument fondamentale dans nos valeurs. Voilà, alors je conclurai, puisque le temps est quasiment passé, en reprenant un point qui a été évoqué en conclusion par notre collègue tout à l'heure. Je crois qu'il a raison de dire que la France est très en retard dans ces domaines-là. La France est prisonnière très fortement, et je le dis parce que nous sommes en petit comité, ça ne sera pas redit, d'un système de certification extrêmement académique. Absurde, hein, absurde.
Au pays de Descartes, que quelqu'un puisse imaginer qu'un 13 en physique peut encore rattraper un 7 en français ou vice-versa, c'est vraiment problématique, quoi. Hein? Et qu'on maintienne un examen comme le baccalauréat où vous pouvez rattraper... Enfin, vraiment, il faut... Personne n'est capable de justifier rationnellement qu'un 13 en physique rattrape un 7 en français. Hein. C'est injustifiable. On est vraiment un pays tout à fait étonnant, qui maintenons des choses comme ça, des héritages. Et plus fondamentalement encore, nous sommes un pays qui a du mal à entendre la valeur de l'expérience et qui totémise la valeur de l'examen. Et l'examen plutôt que l'expérience. Et pourquoi il faut renverser cela? Parce que l'examen sélectionne par l'échec et l'expérience permet de collecter les réussites. Et c'est un changement absolument essentiel. Sélectionner par l'échec, c'est évidemment organiser les choses pour avoir suffisamment d'échecs pour donner de la valeur à la réussite des autres. Hein? Si tout le monde réussit un examen, il n'a plus de valeur, chacun le sait. C'est plus la peine de le passer, il ne vaut rien. Donc le principe de l'examen, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'échecs pour que ceux qui réussissent, ça ait de la valeur. Donc l'échec est consubstantiel à l'examen. On ne pouvez pas éviter ça. L'expérience est autre chose. L'expérience, elle n'organise pas l'échec pour donner de la valeur à certains. Elle part des réussites pour permettre de les identifier, de les comprendre, de les valoriser, et à partir de là, de construire ce qui est un itinéraire, un parcours, et qui peut devenir progressivement un projet. Et ça me paraît évidemment tout à fait fondamental. À travers la reconnaissance de l'expérience pour laquelle vous avez plaidé, il y a quelque chose qui est la reconnaissance de la personne dans sa trajectoire. Et ça me paraît une valeur absolument essentielle. Je crois qu'il nous faut la promouvoir, il nous faut travailler. Vous avez dit que ce sera très long, qu'il y avait encore des tunnels à creuser et des montagnes à déplacer. Je pense que oui, ce sera sans doute assez long, mais c'est absolument essentiel parce qu'au-delà des problèmes institutionnels, politiques auxquels nous sommes confrontés, la vraie mesure de toute chose, comme le disaient les anciens, ça reste l'humain. Hein. Et ce que nous faisons avancer dans le domaine de l'humain, chaque petit homme que nous aidons à devenir un petit homme, et puis un humain à part entière, eh bien c'est une victoire sur la fatalité, sur le désespoir, sur le malheur. Voilà. Et aujourd'hui, je vous avais célébré un certain nombre de ces victoires. Je souhaite que vous en fassiez beaucoup d'autres, que vous en ayez beaucoup d'autres, parce que ce que vous menez ensemble est tout à fait remarquable. Voilà, merci de votre attention et bon courage pour la suite.